Choisir le mauvais influenceur peut avoir des conséquences désastreuses pour votre marque. Déjà, vous pouvez perdre de l'argent en payant un influenceur 5 000 € qui ne vous rapportera que zéro. Vous pouvez perdre du temps à discuter avec un créateur de contenu, à échanger avec lui sur le contenu, sur le contrat, à négocier avec lui pour que du jour au lendemain, il arrête de vous répondre. Ça peut aussi vous faire perdre un canal d'acquisition. Justement, je vous montre un petit exemple d'une marque qui a essayé de faire du marketing d'influence, qui a choisi les mauvais influenceurs et qui du coup se ferme un canal d'acquisition alors que pourtant le potentiel en marketing d'influence est bien présent. Et en choisissant les bons influenceurs, ça aurait pu devenir un canal d'acquisition très intéressant pour cette marque. Et vous pouvez évidemment avoir des problèmes de réputation si jamais vous choisissez les mauvais influenceurs. On a une marque, par exemple, qui a travaillé avec un influenceur qui était accusé de certaines choses, et donc beaucoup d'internautes ont réagi à cette collaboration et ont pointé du doigt la collaboration d'une part, mais aussi la marque pour son choix. Ce qui fait que la marque a demandé aux créateurs de contenu de retirer la collaboration, mais aussi ils ont annoncé qu'ils allaient revoir leur process de sélection de créateurs de contenu. Donc on voit bien que si jamais vous choisissez le mauvais créateur de contenu, ça peut avoir des répercussions terribles pour votre marque. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux tout naturellement choisir le bon influenceur. Je pense que vous l'aviez déjà deviné, mais il faut savoir le faire. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Qui je suis, en quelques mots, je suis Antoine Moreau, le CEO et un des cofondateurs de Rookie Agency. Rookie Agency, c'est quoi ? C'est une agence qui accompagne les créateurs à travailler avec des marques et qui accompagne aussi des marques à travailler avec des créateurs. On travaille des deux côtés du spectre. Et on a pu gérer plus de 300 collaborations. J'ai pas refait le compte récemment, je pense qu'on est à plus de 400, mais du coup, on a plus de 300 collaborations gérées avec des créateurs de contenu. J'ai vu beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup de mauvaises pratiques aussi. Et c'est pour ça que je pense que je suis légitime pour vous expliquer comment choisir le bon influenceur pour votre marque. Pour choisir le bon influenceur, il va vous falloir définir des objectifs. Savoir où est-ce que vous voulez aller pour savoir comment on y va. Les objectifs en marketing d'influence peuvent être très différents, mais vraiment très différents. Et on peut aller chercher plein de sous-objectifs. Je vais vous énoncer quelques exemples, mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Le plus évident, c'est bien sûr de vendre la conversion pure. Vous faites une collaboration avec un créateur de contenu pour vendre votre produit. Vous pouvez aussi vouloir vous servir de la notoriété du créateur de contenu pour justement faire travailler votre notoriété, améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux, ou alors travailler votre image de marque en vous associant à un créateur de contenu qui a une certaine image qui vous plaît, qui vous permettrait de vous rapprocher de l'image de marque que vous souhaiteriez avoir. Vous pouvez aussi agrandir votre communauté sur les réseaux sociaux en collaborant avec ce créateur de contenu pour que justement il ramène sa communauté sur votre réseau, sur vos réseaux, sur vos comptes, Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez aussi travailler le SEO. Je vais vous montrer un petit exemple parce que c'est peut-être un des exemples que je mets en avant, un des objectifs que je mets en avant, qui est le plus surprenant. Je vais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors je regardais pour choisir un iPhone reconditionné, pour acheter un iPhone reconditionné, et j'avoue que je connais pas trop l'état, je sais pas comment ça marche au niveau du reconditionné, donc je me suis dit je vais me renseigner sur le sujet. Donc je tape dans YouTube choisir iPhone reconditionné. Le premier résultat c'est une pub qui a été payée par la marque TS apparemment, et premier résultat organique c'est Jojol, donc un créateur de contenu tech qui est très connu sur YouTube et qui justement parle d'iPhone reconditionné. Et en fait ce qui va être très intéressant c'est que quand on ouvre cette vidéo, on voit qu'il y a une collaboration commerciale à l'intérieur avec Next Mobile qui permet d'acheter ou de louer surtout des téléphones, que ce soit neufs ou reconditionnés. Et donc c'est super intéressant parce que ça permet à Next Mobile de se positionner numéro 1 grâce à cette collaboration avec Jojol pour les gens qui font la même recherche que moi, qui cherchent choisir iPhone reconditionné. Donc c'est très intéressant et on voit bien que collaborer avec un créateur de contenu peut vous permettre d'améliorer votre SEO. Mais du coup, pour vous expliquer comment choisir le bon influenceur pour votre marque, je vais essayer d'illustrer tout au long de la vidéo avec une marque qui fait déjà du marketing d'influence, donc Allscairn. Allscairn, c'est une marque qui est essentiellement présente sur YouTube, qui a fait un peu d'Instagram, qui fait un peu de Twitch aussi, mais dont le réseau principal au niveau du marketing d'influence reste YouTube. Donc pour vous montrer un peu les produits qu'ils font, ils vendent essentiellement des montres et des accessoires qui sont faits avec du bois, des pierres, des matériaux naturels de manière générale. Donc on a des montres pour hommes, on a des montres pour femmes, on a des accessoires style pendentif, bagues, on a des sacs à main, on a des lunettes également.
Voilà, donc vous comprenez un peu mieux ce qu'est Allscairn et du coup quels vont être leurs enjeux ensuite en marketing d'influence. Donc leur objectif principal, la conversion. Bien sûr, on a la visibilité qui vient en bonus, mais pourquoi est-ce qu'ils font du marketing d'influence? Pour vendre avant tout leurs produits. Il faut garder en tête cet objectif au niveau des décisions qu'on va prendre, sur quel réseau on va aller, avec quel créateur on va travailler. Donc après avoir réfléchi à quel objectif on avait, on va réfléchir à l'audience cible qu'on a. Avec qui est-ce qu'on souhaiterait travailler, qui est-ce qu'on va essayer de toucher avec le marketing d'influence. Bon, ça, normalement, ça a déjà été défini, vous avez fait votre persona, vous savez au niveau de l'âge, du genre, du pays, qui est-ce que vous visez. Je vais rien vous apprendre là-dessus, mais par contre, c'est intéressant du coup, une fois que vous avez votre persona et que vous savez qui vous visez, de réfléchir à quel réseau ces personnes fréquentent-elles. Je prends un petit exemple rapide. Si jamais on se dit, ok, au niveau de l'âge, on va essayer de toucher les 13-24 ans. Si jamais on compare entre Facebook et Instagram, ce sera sûrement plus intéressant d'aller sur Instagram parce qu'il y a plus de 13-24 ans, donc ce sera plus facile de trouver un créateur de contenu qui a une audience qui correspond à ce qu'on recherche à ce niveau-là. Si ces statistiques vous intéressent, je vous mets le lien en commentaire où vous pourrez retrouver justement des données sur Instagram, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux pour choisir quel réseau social viser pour commencer le marketing d'influence ou même pour faire évoluer votre stratégie actuelle. Revenons à l'exemple Allscairn. On va viser plutôt des hommes, mais pas que, parce que comme vous l'avez vu, il y a aussi des produits féminins. Leurs produits phares restant les montres masculines. On va quand même viser cette partie-là de la population et on va chercher avant tout à avoir des gens à partir de 18 ans et maximiser les gens au-dessus de 25 ans. Pourquoi? Parce qu'à partir de 25 ans, c'est le premier emploi, on a plus de pouvoir d'achat, et à partir de 18 ans, c'est là où on commence souvent à avoir la première carte bleue pour faire ses propres achats. Donc du coup, toute cette audience-là, on va la retrouver sur YouTube. Et c'est pour ça qu'Allscairn fait essentiellement le choix de YouTube, même s'ils explorent d'autres réseaux sociaux où il y a aussi ces personnes-là, leurs potentiels clients. Mais pour commencer, il vaut mieux commencer par un réseau social plutôt que de se lancer sur 4 réseaux sociaux en même temps, parce que chaque réseau social a ses codes, ses manières de faire. Donc après l'audience cible, on va regarder la pertinence du créateur sur plusieurs points. D'abord, la pertinence entre le contenu du créateur et votre produit, votre service. Si jamais vous vendez des tondeuses à gazon, ça va sûrement être plus intéressant de travailler avec un créateur de contenu qui parle jardinage plutôt qu'avec un créateur de contenu qui parle d'immobilier. Si jamais ça correspond à ce niveau-là, mais c'est pas obligatoire que ça corresponde en termes de pertinence contenu, produit, service, c'est intéressant de regarder si jamais le créateur est pertinent au niveau de l'image de marque, au niveau des valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que ce créateur de contenu? Sinon, si jamais vous avez des valeurs contraires, la communauté va percevoir la collaboration comme surprenante, comme inhabituelle, et donc du coup, vous aurez un intérêt bien plus faible à faire du marketing d'influence et à collaborer en tout cas avec ce créateur de contenu. Ensuite, on a la pertinence entre les statistiques du créateur, de sa communauté, statistiques que lui peut voir en ouvrant ses réseaux sociaux. Est-ce que justement ça correspond à votre persona ou pas? Mais ça viendra un peu après, on en reparlera un peu après, parce que justement la prise de contact est nécessaire, ce n'est pas des informations que vous pouvez avoir de l'extérieur, c'est le créateur de contenu qui pourra vous les communiquer. Donc, en parlant statistiques, je vous invite à vous renseigner sur ce que vous pouvez obtenir comme statistiques sur chaque réseau social, au niveau de l'âge, en bref, toutes les informations sur la communauté du créateur, parce que dans certains cas très précis, ça pourrait être très intéressant pour vous. Si on reprend l'exemple d'Allscairn, les statistiques qu'ils demandent souvent, c'est l'âge, le genre, le pays, c'est les statistiques classiques. Donc ça permet de voir, là je vous mets un exemple de statistique d'un YouTuber, donc ce qu'on peut retrouver, on peut même avoir plus de détails au niveau des pays, ce genre de choses, mais ça permet de se faire une idée de la communauté, est-ce que ça correspondrait ou pas à notre persona et à ce qu'on recherche. Et au-delà de Allscairn, il y a un autre exemple que je vais vous montrer, c'est le cas de Clean My Mac. Clean My Mac qui est un outil de nettoyage tout en un qui nettoie, protège et accélère votre Mac. Ce qui fait que au niveau des statistiques demandées, on va demander pareil, âge, genre, pays, mais on va aussi demander le type d'appareil et le système d'exploitation. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation, ça nous permettra de voir dans la communauté qui utilise des produits Apple, qui utilise iOS, donc c'est-à-dire un iPhone, et qui va utiliser un Mac pour regarder les vidéos. Et ça va être très intéressant parce que ça permettra à la marque d'aller viser des communautés qui utilisent des produits Mac ou Apple. Aussi, au niveau du type d'appareil, on peut regarder qui utilise souvent son ordinateur, en tout cas qui l'utilise pour regarder YouTube. Et donc sera plus à même d'être intéressé par un produit qui pourrait libérer de l'espace ou accélérer l'ordinateur, le Mac en question. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder
Si jamais vous avez un produit particulier et que certaines des informations pourraient être présentes dans les statistiques des créateurs de contenu en question, n'hésitez pas à leur demander. Ça vous permettra de faire un tri et d'être encore plus précis au niveau du ciblage quand vous cherchez à travailler avec un créateur de contenu. Si on reprend l'exemple d'Allskern pour voir la pertinence entre le contenu, les valeurs, etc., on voit que au niveau de la pertinence, image de marque, valeur, il n'y a rien d'exceptionnel. On cherche surtout à vérifier qu'il n'y a pas de problème du côté du créateur, mais j'ai une petite anecdote de ce côté-là, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une collaboration qui, de mémoire, était la première collaboration de la marque en France, mais je ne m'avance pas sur ce sujet-là. C'était la collaboration Allskern Nota Bene. Nota Bene, c'est qui? C'est ce youtubeur-là, donc un youtubeur qui parle d'histoire, donc avec une communauté probablement plus âgée, donc qui rentre dans ce que Allskern visait. En sachant que c'était la première collaboration sur le marché français, mais c'est une marque qui avait déjà l'habitude de faire du marketing d'influence, notamment en Autriche et en Allemagne, parce que c'est une marque autrichienne. Donc, il y a cette première collaboration qui commence, en tout cas des discussions, et le créateur de contenu Nota Bene, ne sachant pas si jamais Allskern était une marque fiable ou pas, en sachant que c'est le moment où il y avait beaucoup d'histoires autour du dropshipping, les gens découvraient ce qu'était le dropshipping et à quel point certains créateurs de contenu avaient pu arnaquer leur communauté ou mettre en avant des produits qui n'étaient vraiment pas terribles. Il fait appel à un autre youtubeur qui s'appelle le Radi Iradier. Et justement, le Radi Iradier, son cœur de métier, son contenu, ça va être de parler des arnaques, notamment du dropshipping aussi, et de vérifier si jamais une marque est fiable ou pas. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il a demandé au Radi Iradier de vérifier ce que valait Allskern, si c'est du dropshipping ou pas. Et donc au sein de l'intégration, donc la mise en avant de Allskern dans la vidéo de Nota Bene. Donc souvent une intégration, on est sur 60-90 secondes d'intégration au sein d'une vidéo plus longue du créateur de contenu. Nota Bene présente les produits Allskern, mais il va aussi faire intervenir Radi Iradier pour parler de son enquête, de pourquoi il pense que Allskern est une marque fiable, notamment parce qu'elle a des magasins physiques en Allemagne et en Autriche, et ça va donner beaucoup de crédibilité à la marque pour son arrivée en France. C'est justement le branding du Radi Iradier et aussi celui de Nota Bene, leurs deux images qui vont crédibiliser la marque et qui vont permettre de dégager cette image de potentiel dropshipping. Et ça va servir pour 2 points. Ça va servir pour rassurer les spectateurs de ces 2 créateurs, mais aussi pour rassurer les autres créateurs qui potentiellement pouvaient collaborer avec Allskern, mais qui du coup avaient trop peur de le faire, de peur de justement mettre en avant une marque qui n'était pas fiable. Et pour l'avoir vu, pour avoir travaillé avec Allskern, et pour avoir eu certains créateurs qui doutaient de la fiabilité des produits, il me suffisait d'envoyer la collaboration où Radi Iradier mettait en avant ses points et son enquête, et les créateurs étaient tout de suite rassurés. Donc ça a permis à la marque de s'installer bien plus rapidement dans le marché français. C'est un peu un hasard, un coup du sort, je pense que c'était pas prémédité de leur part, surtout pas que Nota Bene fasse appel au Radi Iradier. Par contre après, eux ont travaillé directement avec le Radi Iradier pour mettre en avant leurs produits sur sa chaîne, et parce qu'ils ont vu à quel point ça crédibilisait leur marque vis-à-vis du marché francophone. Pour revenir un peu à la pertinence, au niveau de la pertinence contenu-produit, on ne va pas chercher absolument des créateurs qui parlent d'horlogerie, vous le voyez avec Nota Bene qui parle plutôt d'histoire, donc pas besoin de pertinence à 100%, ce qu'il faut c'est que la communauté soit suffisamment âgée et qu'il y ait un potentiel intérêt de la communauté pour les montres, mais ça c'est quand même un produit qui parle à relativement beaucoup de monde. Donc comme je le disais, il faut qu'au niveau des statistiques, démographiques de la chaîne, des communautés de ces créateurs-là, ce soit intéressant et que ça corresponde pour que la collaboration puisse avancer. Ensuite, on va analyser un peu les statistiques du créateur. On va regarder de l'extérieur ce qu'on peut et on va aussi le contacter pour lui demander certaines autres statistiques pour décider est-ce que c'est un bon créateur de contenu pour notre marque ou pas. Le nombre de followers, mettez cette métrique de côté. Pourquoi ? Parce que c'est plus aussi révélateur qu'avant. Maintenant, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font très peu de vues alors qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Et à l'inverse, on a aussi des créateurs de contenu qui ont très peu d'abonnés mais qui font beaucoup de vues. C'est une métrique qui peut vous permettre de voir qu'à un moment, ce créateur de contenu a eu de la hype ou alors ça fait longtemps qu'il est là. Mais c'est pas forcément l'indicateur le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est de regarder le nombre de vues ou le nombre d'impressions.
En gros, qui va regarder véritablement le contenu en question. Le taux d'engagement va être très intéressant à regarder aussi, de savoir est-ce que les gens qui regardent le contenu réagissent beaucoup au contenu, est-ce qu'ils sont des fervents soutiens du créateur de contenu en question, et ça vous pourrez le voir à travers le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, ce genre de choses. Cependant, au niveau du taux d'engagement, je vous invite à comparer ce qui est comparable, donc comparer notamment dans la même niche ou en tout cas sur les mêmes réseaux sociaux, parce qu'on peut avoir des communautés qui sont plus ou moins habituées à commenter ou à liker. On peut avoir dans certaines niches des 10%, 15%, etc. Là où dans d'autres niches, ce sera plus commun d'être autour des 2, 3%. Donc comparer ce qui reste comparable, mais en tout cas le taux d'engagement reste aujourd'hui un très bon indicateur. Au-delà de ça, je vous invite à regarder les collaborations récentes. À vous de réfléchir, est-ce que vous voulez aller sur les plates-bandes de vos concurrents ou pas, en réfléchissant si jamais je vends un nouveau démontre et qu'il y a un créateur de contenu qui a travaillé pendant 3 ans par le passé avec mon concurrent, est-ce que ce serait pas intéressant, maintenant que ça fait 1 an qu'ils n'ont plus travaillé ensemble, que moi je me positionne sur sa chaîne parce que je sais qu'il y a un intérêt de sa communauté pour ce sujet. Par contre, vous ne savez pas quel était l'objectif de cette autre marque. Peut-être que eux cherchaient de la visibilité là où vous cherchez des conversions. Donc, ne vous avancez pas trop, juste sur la base de collaborations récentes ou collaborations passées de la part de ce créateur-là. Toujours sur les collaborations, regardez le nombre de collaborations qui ont été renouvelées. Ça vous permet de voir est-ce que c'est un créateur de contenu qui convertit beaucoup, en tout cas qui remplit les exigences des autres marques avec lesquelles il a pu travailler. Ça reste toujours un indicateur intéressant à aller regarder. Maintenant, au niveau des statistiques, il faudra demander au créateur de contenu. Il y a les statistiques démographiques de la communauté, comme je vous ai dit juste avant, et aussi le nombre de clics sur le lien, potentiellement qui viennent de précédentes collaborations, ou alors qui viennent de leur story. Parce que souvent sur Instagram, en story, on peut mettre un sticker et le créateur de contenu va directement voir le nombre de clics sur le lien. Au-delà de ça, c'est pas un aspect statistique, mais je vous invite à faire ce qu'on appelle un petit background check. C'est ce dont je vous parlais en début de vidéo qui pourrait beaucoup ternir l'image de votre marque. C'est de regarder si le créateur de contenu n'a pas de problème de manière générale, s'il n'est pas dans des dramas, dans des scandales, au cœur d'affaires, de procès. Voilà, c'est un petit check qui se fait quand même relativement rapidement. Prenez pas pour argent comptant tout ce qui se dit sur Internet, ça je pense que vous êtes très bien conscient. Mais par contre, ça vous permet de regarder à quel point il y a eu des articles ou ce genre de choses sur certains créateurs et donc potentiellement de vous éloigner des créateurs problématiques parce que sinon ça pourrait beaucoup impacter votre image. Si on revient sur le cas d'Allskern, au niveau du nombre de vues, on est sur un minimum de 30-40 000 vues pour que ce soit suffisamment intéressant pour tester une collaboration, ou 100 000 vues selon les campagnes, selon le budget, selon le timing de l'année aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte du côté de cette marque. Pas d'objectif d'abonnés. Comme je vous ai dit, les marques qui ont l'habitude de faire du marketing d'influence savent que c'est pas forcément la métrique la plus révélatrice. Par contre, au niveau des collaborations avec la concurrence, pas de collaboration bien sûr récente avec la concurrence dans les derniers mois, les dernières semaines. Si jamais ça date, c'est pas forcément un problème du côté de la marque. Par contre, en termes de statistiques démographiques, il faut absolument que ça corresponde. Il faut qu'on ait un minimum de gens qui soient au-dessus de 25 ans. Parce que si jamais on a 90% de la communauté qui est en dessous de 18 ans et qui n'a même pas sa première carte bleue, c'est même pas la peine pour Allskern de travailler avec ce créateur de contenu-là. Ensuite, si jamais tout est validé, vous faites la prise de contact, même si on y revient, il y a certaines informations pour décider complètement si jamais vous voulez travailler avec ce créateur de contenu-là ou pas, il vous faudra faire la prise de contact avant. Mais je reviens un peu sur la prise de contact parce que ça vous permet d'avoir certains éléments, de voir à quel point le créateur de contenu va être sérieux. Est-ce que les échanges vont être laborieux? Est-ce que quand vous posez des questions, il va répondre à toutes les questions? Est-ce qu'il va bien y répondre? Est-ce qu'il a de l'entrain pour la collaboration? Je vous avertis sur ce point, il y a certains créateurs de contenu qui mettent toujours de l'entrain pour n'importe quelle collaboration. Donc prenez un peu de recul sur les choses, mais si vous voyez qu'il n'est pas du tout motivé, de toute façon, il y a de grandes chances qu'il vous annonce un tarif qui est 2 fois, 3 fois supérieur à ce qu'il a l'habitude de pratiquer pour justement se donner une excuse pour ne pas faire cette collaboration. Dans le même style, voyez s'il y a une possibilité de négociation avec ce créateur de contenu. Dans l'ensemble, privilégier un créateur de contenu professionnel, dans le sens pas forcément qu'il a envie, mais qui est professionnel dans ses échanges, dans sa manière de travailler avec vous, de discuter avec vous, parce que ça vous permettra de voir est-ce qu'on va perdre du temps pour qu'au final il nous ghoste tout d'un coup, qu'il arrête de répondre, ou
ou quoi que ce soit, ou que le contenu ne répondra pas à ce que vous demanderez au créateur de contenu. Voilà. C'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, surtout si vous débutez en marketing d'influence. Il vaut mieux que vos premières collaborations se passent mieux, parce qu'en tout cas, vous allez beaucoup apprendre au début. Et donc, c'est plus simple si jamais en face, vous avez un créateur qui a l'habitude de faire, ou en tout cas, qui a le souhait de faire les choses bien. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup une question de feeling à ce moment-là. Au niveau de la prise de contact et dans les échanges, on est quand même sur des collaborations avec des créateurs, des créatifs, des entrepreneurs, mais ça reste beaucoup d'humains. Comment on contacte ces créateurs-là? Je vous donne un petit exemple juste après, un petit template, mais on va privilégier le mail avant tout parce que c'est ce qui regarde le plus. Les DM, ça peut être intéressant pour relancer ou alors pour faire une demande en parallèle d'un mail en disant « je t'ai envoyé un mail, n'hésite pas à regarder ». Mais il y a tellement de DM qui leur sont envoyés que c'est plus compliqué de les attendre à travers les DM. Et souvent, en plus, ils sont accompagnés, pour ceux qui sont assez gros, ils sont accompagnés par des agents, des associés, des assistants au niveau de l'aspect commercial. Et ces gens-là auront accès au mail et pas forcément au DM du créateur de contenu. J'ai fait un petit template où justement moi je travaille chez Cochonou et je veux contacter un YouTuber. Donc je vous laisse lire, regardez un peu, jetez un petit coup d'œil. Je vous invite à être avant tout transparent, clair avec le créateur de contenu, annoncer d'entrée ce que vous avez en tête, à quel point il y a de la liberté dans cette collaboration, et voilà. Personnalisez aussi votre mail, parce que c'est bien plus agréable quand on est un créateur de contenu de voir que la marque sait qui on est quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas envoyé le même mail à 100 créateurs. Parce que quand je vois des créateurs où c'est juste salut, quand je vois des mails où c'est juste salut et que je vois qu'on est en CCI, que tout le monde a reçu le même mail, ça montre un peu moins de, un peu moins de sérieux, j'ai envie de dire, un peu moins d'attention pour le créateur en question qui, si lui se sent considéré, sera plus à même de vouloir accepter la collaboration et de vouloir travailler avec vous et de faire des efforts de son côté aussi. Voilà, pour l'aspect personnalisation. Maintenant, si jamais on veut travailler avec ce créateur de contenu, combien de fois on collabore avec? Moi, ce que je recommande, c'est on fait un test et ensuite on voit. Pourquoi? Parce que vous pouvez potentiellement vous mettre d'accord avec un créateur pour faire 5 collaborations avec lui, 1000 € chaque collaboration, au lieu de 1500 € la collaboration qui est son tarif de base, super intéressant. Sauf que peut-être que dès la première collaboration, vous allez voir que ce créateur de contenu génère 0, alors que votre objectif, ce sont les conversions. Donc vous êtes déjà embarqué dans une collaboration, vous allez lâcher 5000 €, c'est l'exemple que j'ai pris en introduction, et qui va vous générer à peu près 0 €. C'est pour ça que je recommande de manière évidente de d'abord tester et ensuite de voir, selon vos objectifs, si jamais ça remplit les objectifs ou pas, de continuer la collaboration. Si on reprend l'exemple d'Allskern, c'est exactement ce qu'ils font. Ils font un test. Si jamais la collaboration fonctionne bien, on renouvelle pour une ou plusieurs collaborations, selon à quel point ça a bien fonctionné, mais seulement si le retour sur investissement a été suffisamment intéressant par rapport à leurs objectifs. Maintenant, si vous êtes là, je suppose que vous avez envie de faire du marketing d'influence, surtout si vous êtes à ce stade-là de la vidéo. Donc, vous avez 2 options maintenant. Si jamais vous avez envie de le faire tout seul, bon courage. Je vous invite à vous abonner, à poser vos questions en commentaire ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Si jamais ça se répond en quelques phrases, je vous répondrai directement. Sinon, il est complètement possible que j'en fasse une vidéo dédiée si c'est nécessaire. Et si vous avez envie d'être accompagné et que vous avez un budget d'au moins 3000 € par mois à dédier au marketing d'influence, je vous invite à réserver un appel avec moi. Vous trouverez le lien en description. Et ça nous permettra d'échanger sur votre marque. On prendra 30 minutes, 1 heure pour justement voir s'il est possible de faire du marketing d'influence. Est-ce que on juge que c'est le moment propice pour votre marque de commencer le marketing d'influence ou au contraire que nous prenions la main sur le marketing d'influence si vous avez des soucis de votre côté à le gérer. Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je vous dis à toutes.